Bonjour Mathieu Gallard. Bonjour. Salut Pablo. Salut, salut. Merci Mathieu d'avoir accepté notre invitation. Mathieu, vous êtes directeur de recherche au sein de l'Institut de sondage Ipsos. On voulait faire un petit point sondage avec vous ce matin. Des sondages qui ont fait l'objet de beaucoup de critiques, comme souvent, et pourtant des sondages qui ont vu depuis très longtemps le second tour qui s'est confirmé dimanche dernier, Macron-Le Pen, et la victoire que vous avez aussi vue depuis longtemps, celle de Macron, mais avec des erreurs, celle notamment du premier tour. D'abord, Mélenchon sous-estimé, Macron aussi, Pécresse qui fait presque moitié moins que ce que les sondages indiquaient. Alors, les sondages ne sont qu'une lecture à un instant T, on l'entend souvent, y compris d'ailleurs quand on est à 3 jours d'une élection. Mais en ce lendemain justement d'élection, quel bilan est-ce que vous tirez, vous, en tant que sondeur de cette campagne, du travail effectué, de votre travail? Oui, effectivement, ça a été enfin, pour les sondeurs, disons, je pense que ça a été une élection dans laquelle tout n'a pas été parfaitement réussi. Vous l'avez dit, ça n'a pas été non plus, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, sorte de catastrophe industrielle parce qu'effectivement, on avait, quoi qu'il arrive, le bon ordre d'arrivée des candidats, on avait les 2 finalistes et à la fin, au second tour, on avait, le vainqueur. Mais effectivement, il y a eu des problèmes, notamment sur Mélenchon. Plus largement, sur les 3 candidats qui sont arrivés en tête, on a vu qu'on les avait, plus ou moins sous-estimés, très légèrement pour Macron et Le Pen et plus sensiblement pour Mélenchon. Il y a eu une dynamique de vote utile dans la toute fin de la campagne et d'ailleurs qu'on voyait venir. Je dis pas qu'on la voyait venir, enfin De on l'a manière vu aussi venir massive. Ouais. oui voilà, pas aussi massive, mais disons que dans la toute dernière ligne droite de la campagne, on a eu énormément de ralliements de personnalités publiques à Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs le vendredi en fait, qui ont peut-être eu un impact et qui peuvent expliquer pourquoi effectivement une partie légère mais significative des électorats, des candidats de gauche hors Mélenchon ont fait moins que prévu. C'est vrai de Jadot, c'est vrai très légèrement de Hidalgo, c'est vrai très légèrement de Roussel, c'est même vrai aussi des 2 candidats d'extrême gauche, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. D'autre part, il y a eu, c'est ce qu'on a vu dans l'enquête qu'on a fait dans l'entre-deux tours, la grande enquête auprès de 12 000 personnes qu'on suit régulièrement. Il y a eu une légère mobilisation de personnes qui disaient ne pas aller voter, pareil dans les tout derniers jours. Et ça s'est fait notamment au bénéfice de Mélenchon. Donc tout ça, ça explique en partie cette sous-estimation. Et après, il y a peut-être aussi des difficultés, voilà, plus liées à nos échantillons sur lesquels on doit travailler, mais sur lesquels ça prend toujours du temps. Donc là, j'avoue qu'on n'est pas encore au stade où on peut donner que ça soit des explications ou des pistes d'amélioration. Vous avez parlé de la dynamique de vote utile. Alors, ça a marché pour Jean-Luc Mélenchon, ça a aussi marché dans une certaine mesure pour Emmanuel Macron, même dès le premier tour, et même pour Marine Le Pen, notamment par rapport à l'électorat d'Éric Zemmour. Est-ce que précisément, enfin, cette dynamique de vote utile, elle n'existe que parce qu'il y a des sondages? Sans sondage, il n'y a pas de vote utile, puisqu'on ne peut pas savoir qui est le premier, par exemple, du bloc de gauche. Du coup, je sais que c'est une question qu'on vous pose souvent, mais ça va souvent mieux en le disant. Est-ce que les sondages font l'élection? Non, je pense pas, parce qu'on a bien vu pendant la campagne qu'il y a eu des mouvements d'opinion avec des candidats qui progressaient. Je pense à droite à Éric Zemmour à l'automne, ensuite à Valérie Pécresse. Et puis, pour autant, ça n'a pas un effet performatif qui ferait qu'à partir du moment où vous progressez dans les sondages, ça s'arrête pas. On a bien vu que ce soit pour Zemmour ou que ce soit pour Pécresse, il y a eu un plafond et puis une descente. Donc, je ne pense pas que les sondages en eux-mêmes font l'élection. Ils y participent incontestablement, mais ils y participent dans un écosystème où beaucoup d'autres aspects jouent et peuvent influencer les électeurs, que ça soit évidemment, mais c'est absolument normal, la campagne que mènent les candidats, les débats, les discussions sur les programmes, etc., que ça soit aussi voilà, le bruit médiatique autour de la campagne. Et puis, moi, enfin, s'il n'y avait pas de sondage, je ne suis pas certain qu'il n'y aurait pas de vote utile, mais je pense qu'il y aurait un vote utile qui s'appuierait sur des bases en fait Politique. moins solides,
que les sondages. Enfin, je vois que à chaque campagne, on essaye de réaliser des enquêtes, par exemple, enfin, sur ce qui se dit dans les réseaux sociaux pour quantifier l'opinion. Bon, bah, ça marche pas très bien, mais à chaque fois, il y en a. Je doute pas que s'il n'y avait pas de sondage, on se baserait beaucoup là-dessus. Ou pendant la campagne, on s'est énormément appuyé sur les ralliements de certains dirigeants politiques à certains camps. Enfin, je pense à ce qui s'est passé entre Zemmour et Le Pen. On s'est énormément appuyé sur le nombre de personnes qui étaient présentes dans les meetings des différents candidats pour jauger des dynamiques ou des éventuelles absences de dynamique. Bon, on sait que c'est des éléments qui veulent pas dire grand-chose en termes de mesure de l'opinion publique. Donc, oui, je pense que les sondages jouent un rôle qui est difficile à quantifier, mais je pense pas que s'il n'y avait pas de sondage, il n'y aurait pas ces dynamiques de vote utile qui se mettraient en marche, mais elles se mettraient en marche peut-être sur des bases extrêmement sablonneuses. Alors, la prochaine étape, c'est les législatives. La présidentielle semble déjà derrière nous et la campagne pour faire le plein des voix au Palais Bourbon a commencé. Hier, un premier sondage, Harris, a été publié, un sondage de législatives, sachant qu'il s'agit de 577 élections, 577 circonscriptions, avec des contextes qui diffèrent localement. Est-ce qu'un sondage à ce moment-là, aujourd'hui, est pertinent? Ça donne un aperçu très général de la situation. Disons que c'est intéressant de voir le rapport de force en termes de, de voix, peut-être plus qu'en termes de projection en siège. Et on voit que le rapport de force en termes de voix enfin, en fait, il confirme à peu près ce qu'on a vu lors de la présidentielle, avec 3 blocs qui sont relativement égaux en termes de voix, un bloc de gauche qui est dominé par la France insoumise, dans lequel pour autant à ce stade, que ce soit le Parti socialiste ou Europe Écologie Les Verts ou même le Parti communiste sont peut-être un peu plus solides qu'à la présidentielle, ce qui est assez cohérent d'ailleurs avec ce qu'on sait des dynamiques qui sont à l'œuvre lors des élections intermédiaires, c'est-à-dire les élections régionales, les élections municipales, lors desquelles ces partis font généralement des meilleurs scores et la France insoumise des moins bons scores. Et puis, même chose avec le bloc autour d'Emmanuel Macron et le bloc autour de Marine Le Pen. Ensuite, c'est vrai que la traduction de ce rapport de force en voix, il est assez difficile à ce stade parce que, comme vous l'avez dit, les élections législatives, c'est en partie seulement, hein, mais en partie quand même des élections locales dans lesquelles, évidemment, les poids des candidats jouent un rôle. Et c'est notamment le cas des sortants qui peuvent être, dans certains cas, pas dans tous, mais qui peuvent être bien ancrés et donc avoir un vrai vote personnel. Et ça, on ne peut pas encore le prendre en compte à ce stade parce qu'on ne dispose pas de l'offre de candidature. Mais d'ici quelques semaines, quand les principaux partis auront déjà noué des alliances ou pas, et qu'ils auront présenté leurs candidats dans les circonscriptions, on pourra réaliser des sondages en présentant aux sondés l'offre politique dans leur circonscription. Et c'est vrai qu'alors, ça deviendra nettement plus fiable, notamment en termes de projection en siège. Mais voilà, après, je dirais pas que les sondages à ce stade sur les législatives sont pas intéressants du tout. Ils donnent des indications, mais effectivement, bon, il reste à prendre avec des pincettes. Est-ce que le fait que maintenant on ait une tripartition de l'échiquier politique en 3 blocs, gauche, centre droit, droite et extrême droite, ça change la façon dont vous abordez vos analyses? Est-ce que c'est une donnée nouvelle? Comment est-ce que vous le prenez en considération, notamment dans le cadre, là on parle de la présidentielle et après des législatives. En fait, c'est quand même des scrutins nominaux à 2 tours, où souvent au deuxième tour, il n'y a que 2 personnes. Donc, ça change quand même pas mal la donne, le fait qu'il n'y ait que 2 places au deuxième tour, le plus souvent, même s'il peut y en avoir 3. Mais bon, si on dépasse 12,5% des inscrits, mais c'est assez rare finalement. Donc, il n'y a que 2 places et puis il y a trois forces. Alors, si la question c'est de savoir si pour nous ça change nos méthodes de travail en tant qu'institut de sondage, pas vraiment en fait. Hein. On mesure ce que nous disent les Français, leur vote, et ensuite on essaye effectivement pour des législatives de transcrire ça en nombre d'élus. Après qu'il y ait 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs, ça rend la situation sans doute plus complexe à analyser, mais en tant que tel, ça modifie pas vraiment la manière Le dont on mode de travaille. calcul. En revanche, effectivement, ça modifie fondamentalement les dynamiques qui sont à l'œuvre dans une campagne électorale. Parce que
dans le passé, assez logiquement, quand vous aviez un président qui a été élu, mettons un président de droite, quand on était dans un affrontement bipolaire, la logique et la cohérence voulaient effectivement plutôt que les Français envoient une majorité à ce président, et c'est ce qui se passait systématiquement. Bon, avec le contre-exemple de 1988, et encore Mitterrand avait réussi à forger une majorité avec les centristes à l'époque. Désormais, c'est quand même nettement plus compliqué avec cette tripartition, et toute la vraie question fondamentale de ces élections, ça va être de savoir, mais c'est un peu la question d'ailleurs qui s'est posée dans l'entre-deux tours. Est-ce que lors de ces législatives, en fait, on aura au second tour un espèce de front anti-Macron avec là où enfin, le candidat opposé au candidat de la République en marche réunira les voix des électeurs à la fois de gauche et à la fois d'extrême droite, on va dire, ou est-ce qu'on aura plutôt une espèce de cohérence politique, j'ai envie de dire, avec si le candidat de la République en marche est opposé à la droite, il récupère une bonne partie des électeurs de gauche et inversement. C'est ça qui va être vraiment déterminant pendant ces élections législatives. Et j'avoue qu'à ce stade, j'ai on a un peu de mal à anticiper ce qui va se passer. Je pense que la campagne va être déterminante. Et l'autre point, c'est évidemment que pour les opposants à Emmanuel Macron qui est réélu, l'enjeu prioritaire, c'est de mobiliser leur électorat. On sait que traditionnellement, aux législatives, l'électorat d'opposition tend à se démobiliser parce que les législatives, c'est une élection de confirmation. Et bon, voilà, cet électorat sent bien que les chances de son camp sont réduites. Là, j'ai l'impression que dans les deux camps, il y a quand même une volonté évidemment de mobiliser son électorat, mais peut-être effectivement du fait de cette tripartition, ça peut mieux fonctionner parce qu'il y a le sentiment effectivement que la situation est un peu différente et que les chances que la République en marche n'obtienne pas de majorité absolue sont un peu plus grandes que celles dans le passé, même si sincèrement, ça me paraît pas être le scénario forcément le plus probable à ce stade. Si l'on regarde justement le sondage dont je parlais tout à l'heure, le sondage Harris, il donne le bloc de gauche en tête à 36%, du centre et de la droite à 32% et celui de l'extrême droite à 30%. En théorie, à la lecture de ce sondage, et si la gauche partait rassemblée, elle pourrait être majoritaire. Et pourtant, quand on regarde la répartition au siège telle qu'elle est projetée par le sondeur Harris, la répartition est loin de lui donner une majorité à l'Assemblée. Comment on explique ce paradoxe où la gauche potentiellement serait en tête de ces législatives, mais n'aurait pas de majorité? J'ai pas les données précises de l'enquête, hein, donc je peux pas vraiment en parler dans le détail. Mais après, ça peut aller dans le sens qui est la première hypothèse que je faisais tout à l'heure, qui est que dans le cas où un candidat de gauche se retrouve au second tour, globalement, l'électorat des deux autres blocs tendrait à se réunir plutôt pour lui faire barrage. C'est ce que ça peut signifier. Ce qui est vrai, semble-t-il aussi, dans le cas où un candidat d'extrême droite est au second tour, parce que bon, ce bloc d'extrême droite obtiendrait un résultat considérable en siège, mais un résultat qui serait néanmoins là aussi extrêmement éloigné d'une majorité absolue. Donc ça peut aller dans ce sens-là, celui d'un vote qui reste cohérent idéologiquement, enfin cohérent idéologiquement, j'entends, dans le sens où effectivement un électeur de gauche se sent plus proche d'un électeur du centre droit que d'un électeur, enfin que d'un candidat pardon de centre droit que d'un candidat d'extrême droite et inversement. Mais voilà, à mon avis, il va falloir quand même creuser ces aspects et vérifier si ça se maintient au cours de la campagne. Je pense que vraiment ça peut largement changer. Est-ce que c'est pas justement aussi ce front anti-Macron dont vous parlez là, c'est pas un peu ce qui s'est passé hein, dans les Outre-mer. On a vu que le résultat de Jean-Luc Mélenchon au premier tour était exceptionnellement élevé, il dépassait les 50%, et au second tour, ben, c'est Le Pen qui a raflé la mise assez largement, et Macron a divisé par deux, parfois plus, son score de 2017. C'est comme ça que vous expliquez le résultat aussi, le front anti-Macron?
Oui, bah voilà, en France métropolitaine, il y a eu le maintien de ce front républicain qui reste solide, hein, même si c'est sous une forme quand même de plus en plus dégradée par rapport à ce qu'on avait vu en 2017 et encore plus par rapport à ce qu'on avait vu en 2002. Mais dans les Outre-mer, en tout cas dans la plupart des régions et des territoires d'Outre-mer, c'est la logique inverse qui s'est mise en place avec effectivement plutôt la mise en place d'un front anti-Macron avec un électorat, notamment de Mélenchon, qui était très fort dans certains départements, dans certaines régions, qui a été en masse voté pour Marine Le Pen uniquement pour faire obstacle à la réélection d'Emmanuel Macron. On sait que dans ces zones, il y a eu souvent voilà, une opposition extrêmement forte et sans doute majoritaire d'après les résultats à la politique sanitaire du gouvernement, notamment en termes de vaccination. Donc j'imagine que ça explique ces éléments. Mais on voit, et ça on le sait, que souvent les mouvements électoraux en Outre-mer sont un peu différents, voire même fondamentalement différents de ce qui se passe en métropole. Une question dans le prolongement de ce que vient la question de Pablo sur les résultats de l'extrême droite. Elle fait, Marine Le Pen, plus de 3 millions de voix supplémentaires par rapport à 2017, quand Macron, lui, en perdrait 2 millions. Près de 10 millions de voix de plus presque par rapport à 2002 lorsque Le Pen perd était lui-même candidat. Ça fait quand même une belle progression. Et pourtant, j'ai lu dans vos analyses que vous relativisiez justement le résultat de Marine Le Pen. Pourquoi il serait pas si bon que ça, le score de Marine Le Pen? Non, mais il y a une progression du score de Marine Le Pen et incontestablement, elle a obtenu voilà, le meilleur score de l'extrême droite, notamment grâce à ce dont on a beaucoup parlé dans la première partie de la campagne, dans la campagne du premier tour, une sorte de normalisation progressive de son image personnelle. Elle est perçue comme étant beaucoup plus que dans le passé, proche des préoccupations des Français, capable d'impulser un véritable changement au pays. Et puis, même si elle reste faible par rapport à Emmanuel Macron sur ces éléments, sa stature a progressé. Après, effectivement, les résultats du second tour, ils montrent que pour le Rassemblement national, on est encore très loin de la perspective d'une arrivée au pouvoir. Et ça s'explique parce que le Front républicain, bon gré ou mal gré, il s'est remis en place avec un certain succès. On l'a vu dans l'électorat de centre-gauche, qui a voté aux 2 tiers pour Emmanuel Macron. On l'a vu dans l'électorat de Valérie Pécresse. Plus d'un électeur sur deux de Valérie Pécresse a voté pour Emmanuel Macron contre 1 sur 5 pour Marine Le Pen. On l'a vu chez les abstentionnistes du premier tour. Il y en a une petite partie, mais une partie quand même significative qui s'est mobilisée et plutôt en faveur de Macron. Et puis, évidemment, on l'a vu enfin chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui au final ont voté en faveur d'Emmanuel Macron assez nettement par rapport à Marine Le Pen, 42% contre 17%. Alors, c'est vrai que il y a 5 ans, le pourcentage d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui votaient pour Marine Le Pen était marginal, c'était 7%. Désormais, 17%, c'est quand même, ça devient un chiffre significatif, mais c'est quand même nettement derrière le pourcentage d'Emmanuel Macron. Et ça s'explique tout simplement par le fait que les fondamentaux du Rassemblement national, ils restent là aux yeux des Français. On l'avait mesuré dans l'entre-deux tours. Il y a toujours 6 Français sur 10 qui considèrent que le Rassemblement national, c'est un parti qui est raciste, qui est autoritaire, qui est potentiellement dangereux pour la République ou la démocratie. Ça fait quand même vraiment peur à une grande partie de l'électorat, notamment à l'électorat de gauche du centre. Et puis dans l'électorat de droite traditionnel, on va dire, s'y ajoute en plus le sentiment que même si on peut être pas forcément hostile d'un point de vue idéologique à toutes les idées de Marine Le Pen et du Rassemblement national, le sentiment très fort encore que le Rassemblement national, il est juste pas assez solide pour diriger le pays. Et c'est particulièrement important pour un électorat de droite, qui est un électorat plutôt âgé, qui privilégie plutôt la stabilité, la continuité, et plus encore dans une période où il y a eu une multiplicité de crises. Donc voilà, oui, je pense qu'il y a une progression du RN qui est incontestable, mais néanmoins, cette élection, elle montre bien que vraiment les dernières barrières à l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, c'est sans doute aussi
les plus solides. Et en tout cas, elles vont être très difficiles à ébrécher pour Marine Le Pen dans les années à venir, ou pour ses éventuels successeurs d'ailleurs. On a une dernière question, Mathieu. C'est une question qui est relative au vote populaire. Qu'est-ce que les catégories populaires ont voté? Est-ce qu'elles ont voté quelque chose d'identifié ou est-ce qu'elles sont ventilées entre les différentes forces en présence? Et aussi, du coup, est-ce que c'est pas elles aussi qui constituent une forte partie du quatrième bloc, hein? On a parlé de la gauche, de la droite et de l'extrême droite, mais le quatrième bloc qui est l'abstention. Est-ce que c'est le vote populaire? Est-ce qu'il n'est pas là aussi? Oui, je dirais, effectivement, il y a 4 blocs. Il y a une sorte il y a la France qui est bien intégrée, donc plutôt une France de cadre, plutôt une France de catégorie, oui, moyenne supérieure, qui a voté pour Emmanuel Macron, plutôt âgé d'ailleurs aussi au premier tour. On a une France plutôt populaire, on peut dire, qui a voté pour Marine Le Pen. C'est vraiment une France des ouvriers notamment, des catégories populaires, des personnes qui ont un faible niveau de salaire, un faible niveau de revenus. Une France plutôt précaire qui a voté pour Jean-Luc Mélenchon, une France plutôt jeune, plutôt diplômée, mais qui n'est pas encore, on verra si elle le sera, mais qui n'est pas encore à ce stade bien intégrée, notamment dans le monde du travail. Et puis évidemment, une France désengagée, qui n'a pas voté et qui sociologiquement recoupe assez bien l'électorat de Marine Le Pen. Enfin, c'est un mix entre l'électorat de Marine Le Pen et celui de Mélenchon. Globalement, c'est des jeunes issus des catégories populaires. Donc, on a une sorte de mix. Mais voilà, cet électorat populaire, au second tour, il a voté assez nettement en faveur de Marine Le Pen. Parmi les ouvriers, on en a les 2/3 qui ont voté pour Marine Le Pen. On a une majorité des personnes qui ont les plus faibles niveaux de revenus, les plus faibles niveaux de diplôme qui ont voté pour Marine Le Pen. Donc ça confirme ce qu'on voyait déjà en 2017. Ces catégories populaires, elles votent pour le Rassemblement national, sans doute en partie parce que effectivement, d'un point de vue idéologique, elles sont plus sensibles que la moyenne à ces enjeux qui sont liés à l'immigration. Elles sont nettement plus sensibles que la moyenne à cet enjeu du pouvoir d'achat, du coût de la vie que Marine Le Pen a largement mis en avant. Et puis, elles sont sensibles à une logique et à une rhétorique plutôt anti-système, contestataire, que Marine Le Pen utilise, que le Rassemblement national utilise depuis longtemps, évidemment, mais que Marine Le Pen a particulièrement développé, il me semble. Donc voilà pourquoi on se retrouve avec effectivement ces chiffres qui sont assez impressionnants. Eh bien, Merci merci beaucoup, pour cet Mathieu. éclairage, Mathieu. Merci beaucoup.